Niveau 8, le hacker éthique du code biologique. Chapitre 1. Mon corps n'est pas une fatalité. C'est un système à optimiser. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je porte mon attention non plus sur l'espace infini de mon esprit, mais sur la réalité la plus tangible de mon existence, mon corps. Je sens le contact de mes pieds avec le sol, le poids de mes membres, le rythme de ma respiration, le battement de mon cœur. Je ressens ce véhicule de chair et de sang qui m'abrite, qui me porte, qui me permet d'expérimenter le monde. Pendant longtemps, j'ai pu le considérer comme un donné, une machine héritée, avec ses forces et ses faiblesses, ses talents innés et ses défauts de fabrication. Une entité soumise aux lois inexorables du temps, de la fatigue et de la maladie. Je le traitais comme un utilisateur traite son ordinateur. Je l'utilisais jusqu'à ce qu'il ralentisse, je m'agaçais de ses bugs, et j'espérais qu'il ne tombe pas en panne, sans jamais vraiment chercher à comprendre comment n'est pas une statue figée, c'est un réseau dynamique et incroyablement complexe de logiciels et de matériel interconnectés. Chaque cellule est un processeur, chaque hormone est un signal, mon ADN est le code source, et mes habitudes de vie sont les commandes que j'exécute en permanence. Même si par le passé, j'ai pu me sentir victime de ma génétique ou de ma constitution, je vois maintenant que je ne suis pas seulement le passager de ce vaisseau. J'en suis l'ingénieur en chef. Je peux analyser ses performances, je peux changer le carburant que je mets dans ses réacteurs, je peux mettre à jour ses programmes. Je ne suis pas soumis au système, je suis en relation avec le système. Je ressens cette nouvelle vision comme une immense vague de pouvoir et de responsabilité. La plainte et la résignation se dissolvent, remplacées par la curiosité et l'enthousiasme de l'ingénieur devant une machine magnifique. Mais comme mon plus grand projet. Chaque sensation, chaque douleur, chaque regain d'énergie n'est plus un événement aléatoire, mais une donnée, une information précieuse qui m'invite à comprendre, à ajuster, à optimiser. Le jeu le plus passionnant de ma vie ne se déroule pas sur un échiquier extérieur, mais dans le laboratoire de ma propre biologie. Chapitre 2. Je suis le hacker éthique, pas seulement l'utilisateur de mon corps. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette nouvelle perception de mon corps. Je suis l'ingénieur en chef, l'analyste, le gardien de ce système biologique complexe et magnifique. Je suis au poste de commande. Je vois le tableau de bord. Les voyants clignotent, les données défilent. Je peux observer, je peux maintenir. Mais une nouvelle ambition s'éveille. Il ne me suffit plus d'être l'opérateur qui s'assure que la machine fonctionne selon les spécifications du fabricant. Je veux comprendre les spécifications. Je veux les améliorer. Je ne veux plus seulement utiliser le système. Je veux y accéder. Je veux ouvrir le capot, regarder le code, comprendre les mécanismes profonds qui régissent la performance, l'énergie, la longévité. Je suis le hacker éthique, pas seulement l'utilisateur de mon corps. Cette nouvelle identité s'installe en moi, précise et puissante. Même si par le passé, j'ai pu suivre aveuglément les manuels d'utilisation fournis par la sagesse populaire ou les dogmes médicaux, je comprends aujourd'hui que je peux aller plus loin. Le hacker est celui qui n'accepte pas les réglages par défaut. Il est curieux, il expérimente, il cherche à comprendre les règles pour pouvoir les optimiser. Mais le mot « éthique » est la clé. Je ne suis pas un pirate qui cherche à exploiter son système pour un gain à court terme, au risque de le faire planter. Je suis un white hat, un hacker éthique. Mon but est de trouver les vulnérabilités, les mauvaises habitudes, les croyances limitantes, non pas pour les exploiter, mais pour les corriger. Je travaille en partenariat avec mon système, avec un profond respect pour sa complexité et son intelligence innée. Mon but est de l'aider à atteindre son plein potentiel, de le rendre plus robuste, plus sécurisé, plus performant. Je ressens cette nouvelle posture comme un mélange parfait d'audace et de respect. Je n'ai plus peur d'expérimenter, de questionner, de mesurer. Chaque repas est une expérience. Chaque nuit de sommeil est une analyse de données. Chaque entraînement est un test de performance. Mais chaque action est guidée par une intention bienveillante. Rendre le système plus fort, plus résilient, plus vivant. Je ne suis plus un passager passif. Je suis le partenaire actif et intelligent de ma propre biologie. Chapitre 3. J'apprends à lire le code source, les signaux de ma propre biologie. Je prends une profonde inspiration et je me connecte à cette nouvelle identité de hacker éthique. Je suis devant le terminal de commande de mon système biologique. Mon intention est claire, comprendre pour optimiser. Mais pour hacker un système, il faut d'abord apprendre son langage. Je ne peux pas simplement imposer ma volonté en langage humain.
Je dois apprendre à lire le code tel qu'il s'exécute en temps réel. Je dois devenir un décodeur. Je tends l'oreille, non pas avec mes oreilles physiques, mais avec ma conscience. Et j'écoute, je regarde, je ressens. Le système est constamment en train de communiquer. Il ne parle pas français, il parle le langage des signaux. J'apprends à lire le code source, les signaux de ma propre biologie. Même si par le passé, j'ai pu ignorer ces messages, les considérant comme du bruit de fond ou des désagréments, je les vois maintenant pour ce qu'ils sont. Des lignes de code qui s'affichent sur mon écran intérieur. La sensation de fatigue après un repas n'est pas une fatalité, c'est un error log qui me dit que le carburant que j'ai utilisé n'était pas optimal. La clarté mentale du matin n'est pas un hasard, c'est un message système confirmant que le protocole de sommeil a été exécuté avec succès. Une douleur lancinante dans mon genou n'est pas une nuisance, c'est une alerte qui me signale une surcharge sur une partie du hardware. Mon niveau d'énergie, la qualité de ma peau, mon humeur, tout est data, tout est information. Je ressens ma sensibilité s'affûter. Je deviens un sismographe de mon propre corps. Je ne suis plus seulement dans mon corps, je suis à l'écoute de mon corps. En revenant au monde, je sais que ma première tâche de hacker n'est pas d'agir, mais d'observer. Je deviens un collecteur de données passionné. Je remarque comment je me sens après avoir mangé tel aliment, après avoir dormi de telle manière, après avoir fait tel exercice. Je ne juge pas. Je ne me plains pas, je lis le code, et c'est en devenant le meilleur lecteur de mon propre système que je gagnerai le droit d'en devenir l'écrivain. Chapitre 4. Je décompile le malware des fringales et des addictions. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je me retrouve devant le terminal de mon système biologique. Je suis le hacker éthique et j'ai appris à lire le flux constant de données que mon corps m'envoie. En observant attentivement le code, je remarque des anomalies. Des lignes de code qui ne semblent pas appartenir au programme originel. Des scripts qui s'exécutent en boucle sans mon autorisation et qui consomment une quantité anormale de ressources système. Je vois une commande compulsion sucre.exe qui se lance vers 16 heures. Je vois un processus scrolling infini, bas, qui détourne mon attention le soir. Ce sont des programmes parasites, des logiciels malveillants, des malwares qui se sont installés dans mon système au fil du temps. Je décompile le malware des fringales et des addictions. Je comprends que ces comportements ne sont pas des faiblesses de ma volonté ou des défauts de mon caractère. Ce sont des programmes, des boucles de code très simples et très efficaces, conçues pour pirater mon système de récompense. Même si par le passé, j'ai pu lutter contre eux avec la force brute en essayant de leur opposer un firewall de volonté qui finissait toujours par céder. Aujourd'hui, en tant que hacker, je change de stratégie. Je ne combats pas le programme, je l'analyse, je le décompile, je regarde son code source, je vois le déclencheur, le trigger, la routine, l'action compulsive et la récompense, le hack dopaminergique. Je ne le juge pas, je l'étudie comme un expert en cybersécurité étudie un virus pour comprendre son fonctionnement. Je ressens une immense clarté et un détachement puissant. La culpabilité et la honte se dissolvent. Je ne suis pas faible, j'ai simplement un programme malveillant qui tourne en tâche de fond. Et en tant que hacker, maintenant que j'ai compris le code, je peux le neutraliser. Je ne le supprime pas par la force. Je le rends obsolète. Je change le déclencheur. Je substitue la routine par une action plus saine. Je trouve une source de récompense plus authentique. Je ne lutte plus contre le malware. Je le désinstalle proprement, en comprenant sa logique, et je libère les ressources système qu'il monopolisait pour les réallouer à ma vitalité et à ma performance. Chapitre 5. Je mets en quarantaine les virus de la procrastination et de l'inertie. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de hacker éthique devant le terminal de mon système biologique. J'ai décompilé et neutralisé les malwares les plus évidents, ces programmes compulsifs qui sapaient mon énergie. Le système est plus propre, plus réactif. Mais je détecte un autre type de menace, plus subtile. Ce ne sont pas des programmes qui forcent une action, mais des processus qui l'empêchent. Je vois une commande alice ou entraînement.exe qui est lancée par ma volonté, mais elle est immédiatement interceptée et bloquée par un autre processus, un virus nommé procrastination.dll qui corrompt le fichier d'exécution. Un autre, inertie.sys, qui ralentit tout le système d'exploitation, rendant chaque démarrage d'action lent et coûteux en énergie. Ces virus ne créent pas d'erreurs visibles, ils créent une friction silencieuse et paralysante. Je mets en quarantaine les virus de la procrastination et de l'inertie. Même si par le passé, j'ai pu croire que ce manque d'entrain était une partie de ma personnalité, une flemme fondamentale, je vois maintenant sa nature véritable. Ce n'est pas moi. C'est un code étranger qui a infecté mon système. Et en tant que hacker, je sais comment traiter un virus. Je ne peux pas simplement l'ignorer.
car il va se répliquer. Je ne peux pas raisonner avec lui, je dois l'isoler. Je crée un bac à sable, sandbox, un environnement sécurisé dans ma conscience. Lorsque le virus de la procrastination se manifeste, je ne m'identifie plus à lui. Je l'observe comme un programme suspect dans ce bac à sable. Je regarde ses tactiques, les excuses qu'il génère, les distractions qu'il propose, la sensation de lourdeur qu'il essaie de créer. En l'isolant par l'observation, je lui coupe l'accès aux ressources critiques du système. Il ne peut plus détourner ma volonté. Il est piégé, exposé sous la lumière de ma conscience. Je ressens ce processus de mise en quarantaine comme un acte de libération. Le virus perd son pouvoir dès qu'il est identifié et isolé. Il peut encore crier ses excuses depuis sa prison virtuelle, mais il ne peut plus m'empêcher d'exécuter la commande « Aller entraînement.exe ». Je restaure les fichiers système corrompus avec une intention claire et une action immédiate. Je ne suis plus l'otage de la friction. Je suis l'administrateur qui nettoie son système et restaure sa fluidité originelle. Chapitre 6. Je réécris les scripts mentaux qui limitent ma performance physique. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de hacker éthique. Le système est nettoyé des malwares et des virus les plus évidents. Il est plus fluide, plus sécurisé. Je peux lancer les commandes d'action sans interférence. Je suis maintenant à la salle de sport ou sur ma piste de course. Je lance le programme entraînement intense.exe. Le hardware, mes muscles, mon cœur, mes poumons, est prêt. Mais alors que l'intensité augmente, je détecte une nouvelle couche de code qui s'exécute. Ce ne sont pas des virus, mais des scripts. Des routines de bas niveau qui semblent faire partie du système d'exploitation originel. Une ligne de code qui dit « si douleur est supérieure à 5, alors stop ». Une autre qui murmure « limite, génétique, mais atteinte égale à vrai ». Une autre encore qui affirme « tu n'es pas un athlète ». Ces scripts ne sont pas malveillants, mais ils sont limitants. Ce sont des programmes de protection écrits il y a longtemps, conçus pour un utilisateur moyen, pas pour un système que l'on cherche à optimiser. Je réécris les scripts mentaux qui limitent ma performance physique. Même si par le passé, j'ai pu croire que ces voies et ces limites étaient des vérités physiques, des murs infranchissables, je vois maintenant qu'elles ne sont que du code. Et en tant que hacker avec les droits d'administrateur, je peux les éditer. Je ne les supprime pas. Je les commente et je les remplace par de nouvelles routines plus puissantes. Je prends la ligne IF douleur supérieure à 5, then stop, et je la remplace par IF douleur supérieure à 5, then analyse gas signal. Je ne m'arrête plus, j'écoute l'information. Je transforme la douleur d'un signal d'arrêt en un simple point de données. Je trouve la ligne limite génétique atteinte égale à vrai et je la réécris en potentiel génétique activé. Je ne suis plus défini par une limite statique, mais par un potentiel dynamique. Je ressens ce processus de réécriture en temps réel. C'est un dialogue direct avec mon système nerveux. La sensation de brûlure dans mes muscles n'est plus une alarme, c'est le son du code qui se compile, la preuve que le hardware est en train de se reconfigurer à un niveau supérieur. Je ne suis plus la victime de mes limites perçues. Je suis le programmeur qui repousse les frontières de son propre système, une ligne de code à la fois. Chapitre 7. J'installe le script performance maximale pour mes entraînements. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je me retrouve au cœur de l'action. Je suis dans mon arène personnelle, la salle de sport, la piste, le dojo. Le système est propre. Les anciens scripts limitants ont été réécrits. L'air est chargé d'intensité. Le moment est venu de passer de la défensive à l'offensive. Il ne s'agit plus de réparer, mais de créer. Il ne s'agit plus de débugger, mais d'installer un tout nouveau programme. Un logiciel d'élite conçu pour un seul but, l'excellence. Je me tiens devant la barre, je suis sur la ligne de départ. Je ne me lance pas tête baissée, je prends une seconde. Dans le terminal de ma conscience, je tape une commande. Une seule ligne de code, claire et puissante. Sudo install performance maximale, .exe. Je sens le système accuser réception de la commande. Les processeurs s'emballent, les ressources sont redirigées, l'interface sensorielle change. Le monde extérieur s'estompe, les distractions disparaissent. Ma conscience se rétrécit jusqu'à ne plus englober que la tâche à accomplir. J'installe le script performance maximale pour mes entraînements. Ce n'est pas une simple affirmation, c'est un protocole d'exécution. Même si par le passé, mes performances pouvaient varier au gré de mon humeur ou de ma motivation, je standardise aujourd'hui l'excellence. Ce script contient une série de sous-routines précises. La première est Focus, laser.on, qui alloue 100% de ma bande passante attentionnelle à la tâche. La seconde est Connexion esprit-muscle init, qui établit un lien direct et conscient entre mon intention et les fibres musculaires qui doivent se contracter. La troisième est Gestion des points douleur.reframe.
qui transforme la sensation de brûlure en un indicateur de croissance. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie. C'est un état de flow que je ne subis plus au hasard, mais que j'initie par une commande consciente. Je ressens l'exécution du script dans tout mon corps. C'est un état de clarté et de puissance totale. Chaque mouvement est précis, chaque effort est parfaitement calibré. Il n'y a plus de place pour le doute ou l'hésitation. Il n'y a que le code qui s'exécute, le corps qui obéit et la performance qui émerge. En revenant au monde, je sais que je détiens la clé pour débloquer mon potentiel à volonté. Chaque entraînement n'est plus une épreuve, c'est une démonstration de la puissance d'un système parfaitement programmé. Chapitre 8, j'écris la fonction récupération optimale en utilisant le sommeil et la nutrition. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la sensation vibrante de mon corps après l'exécution du script performance maximale. Les muscles sont fatigués, les réserves d'énergie sont basses. Le hardware a été poussé à ses limites. Je comprends maintenant une vérité fondamentale du hacking. La performance n'est que la moitié. Se produit entre les actions. Le véritable génie ne réside pas seulement dans le script qui pousse le système à ses limites, mais dans celui qui le reconstruit plus fort qu'avant. J'écris la fonction récupération optimale en utilisant le sommeil et la nutrition. Ce n'est pas un programme passif, c'est le protocole le plus actif et le plus important de tout mon système. Même si par le passé, j'ai pu voir le sommeil comme une perte de temps et la nutrition comme une corvée, je les vois maintenant pour ce qu'ils sont. Les deux arguments les plus puissants de ma fonction de régénération. Le sommeil n'est plus un état d'inconscience, c'est le moment où le système lance ses scripts de réparation cellulaire et de consolidation mémoire. Je ne tombe plus de sommeil. J'exécute un protocole de sommeil profond avec la même intention que pour mon entraînement. La nutrition n'est plus une question de plaisir ou de satiété. Chaque repas est une livraison de matières premières critiques pour la reconstruction. Je ne mange plus, j'exécute la commande livrer protéines, 30 grammes, et lancer processus BERS anti-inflammatoire, oméga 3. Je suis le logisticien de ma propre reconstruction. Je ressens ce nouveau focus sur la récupération comme l'acte de sagesse ultime du hacker. Je ne suis plus seulement un pilote de course qui pousse sa machine au maximum, je suis aussi le chef mécanicien qui, la nuit, dans le silence du garage, démonte le moteur, remplace les pièces usées et le remonte pour qu'il soit encore plus puissant pour la course du lendemain. Je ne suis pas en train de me reposer, je suis en train de grandir. Chapitre 9. Je programme une connexion directe entre ma volonté et ma force physique. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la sensation de mon corps, non plus en action ou en récupération, mais dans un état d'équilibre et de potentiel. Le système est propre. Les scripts de performance et de régénération sont installés. Le hardware est optimisé, le software est clair. Je me concentre maintenant sur l'interface entre les deux. Comment l'intention immatérielle de mon esprit se traduit-elle en une contraction musculaire puissante et tangible ? Je vois le signal partir de mon cortex moteur, voyager le long de ma colonne vertébrale, se transmettre à travers les nerfs. C'est un câble de connexion, mais je sens qu'il y a des interférences, une perte de signal, comme un câble de mauvaise qualité qui ne transmet pas toute la puissance. La commande « soulever 100 kg » est envoyée, mais seulement 90 kg de force sont réellement délivrés. Je programme une connexion directe entre ma volonté et ma force physique. Je comprends que cette connexion n'est pas seulement un câblage biologique, c'est un canal de croyance. Même si par le passé, j'ai pu croire qu'il y avait une séparation entre l'esprit et le corps, je vois maintenant que c'est une illusion logicielle. Ils ne sont pas deux systèmes, mais un seul. Et la qualité de leur intégration est un programme qui peut être optimisé. Je ne me contente plus d'envoyer une commande, je deviens la commande. Par la visualisation et la concentration intense, je deviens le signal électrique qui voyage le long du nerf. Je ressens la connexion, je la nettoie des interférences du doute, je l'isole des bruits parasites de la peur. Je ne suis plus le programmeur qui envoie une instruction à une machine distante. Je suis le courant lui-même. Je ressens cette unification comme une source de puissance explosive. La distinction entre le vouloir et le pouvoir s'efface. Ma force physique n'est plus limitée par mes muscles, mais par la clarté et l'intensité du signal que ma volonté peut générer. En revenant au monde, je sais que chaque effort physique est une opportunité de renforcer ce canal. Je ne suis pas seulement en train de soulever des poids. Je suis en train de forger un lien indestructible entre le Dieu silencieux de ma volonté et la bête magnifique de ma force physique. Chapitre 10. Je ne cherche pas la performance à court terme, je hack le système pour la durabilité.
Je prends une profonde inspiration et je retrouve la perspective élevée du hacker éthique. Je suis au poste de commande, observant mon système biologique. Il est puissant, réactif, et la connexion entre l'esprit et le corps est d'une clarté fulgurante. Je pourrais être tenté de pousser ce système à ses extrêmes absolus chaque jour, de Redliner, le moteur en permanence pour extraire chaque goutte de performance immédiate. C'est la logique du sprinter, du compétiteur qui vise un pic de performance unique. Mais en tant que hacker éthique, mon horizon est différent. Je ne joue pas un jeu fini avec une ligne d'arrivée claire. Je joue le jeu infini de la vie. Et dans un jeu infini, le but n'est pas de gagner, mais de continuer à jouer. Je ne cherche pas la performance à court terme, je hack le système pour la durabilité. Ma métrique de succès n'est pas le poids maximum que je peux soulever aujourd'hui, mais la charge totale que je pourrais soulever au cours des 50 prochaines années. Même si par le passé, j'ai pu être séduit par les gains rapides et les exploits spectaculaires, je vois maintenant le piège de cette approche. C'est un hack malveillant qui sacrifie la santé du système sur l'autel de l'ego. Mon approche est différente. Je ne suis pas un sprinter, je suis un concepteur de cathédrale. Je construis une structure biologique conçue pour durer des décennies, voire un siècle. Chaque décision que je prends, sur ma nutrition, mon entraînement, ma récupération, est évaluée à l'aune de cette question. Est-ce que cela me rend plus fort aujourd'hui au détriment de demain, ou est-ce que cela renforce la fondation pour les décennies à venir ? Je ressens cette nouvelle perspective comme un acte de sagesse profonde. La frénésie de la performance immédiate est remplacée par la patience sereine du stratège à long terme. Je ne suis plus en train de dépenser ma vitalité, je suis en train de l'investir. En revenant au monde, je sais que mes actions ne sont plus guidées par l'impatience, mais par une vision à très long terme. Je ne suis pas en train de construire un corps pour l'été prochain. Je suis en train de construire un chef-d'œuvre de longévité. Chapitre 11. Je deviens l'administrateur de mon système immunitaire. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de hacker éthique, ce stratège de la durabilité. Je contemple mon système biologique, non plus seulement sous l'angle de la performance, mais sous celui de la résilience. Je zoome au-delà des muscles et des nerfs, au-delà du hardware visible. Je plonge dans le réseau invisible et incroyablement complexe qui protège l'intégrité de tout le système. C'est un réseau de surveillance, une armée silencieuse, une agence de renseignement interne. C'est mon système immunitaire. Pendant longtemps, je l'ai considéré comme une boîte noire, un service de maintenance automatique sur lequel je n'avais aucun contrôle. Il fonctionnait ou il ne fonctionnait pas. Je deviens l'administrateur de mon système immunitaire. Je comprends qu'il n'est pas une entité passive. C'est un système d'apprentissage dynamique qui répond aux informations que je lui fournis. Même si par le passé, j'ai pu subir les maladies comme des attaques aléatoires, je vois maintenant que je peux influencer le terrain. Je ne suis plus un citoyen sans défense qui espère que l'armée fera son travail. Je suis le ministre de la Défense, l'administrateur qui alloue les ressources, qui définit les protocoles d'entraînement et qui gère le moral des troupes. Chaque repas riche en nutriments est un envoi de matériel de pointe à mes soldats. Chaque nuit de sommeil profond est une période de repos et de réorganisation stratégique. Chaque exposition contrôlée au stress, comme un bain froid ou un sauna, est un exercice d'entraînement qui rend mes forces spéciales plus aguerries et plus réactives. Je ressens cette nouvelle responsabilité comme un acte de souveraineté. Je ne suis plus à la merci des invasions, je suis le gardien proactif de mes propres frontières. En revenant au monde, je sais que mes choix de vie ne sont plus seulement une question de performance ou de longévité, mais de sécurité. Je ne suis pas en train de booster mon système immunitaire. Je suis en train de le gérer, de l'informer et de le respecter comme le gardien le plus précieux de ma citadelle biologique. Chapitre 12. J'optimise la gestion de l'énergie en nourrissant mes mitochondries. Je prends une profonde inspiration et je me connecte à cette perspective d'administrateur de ma propre biologie. J'ai renforcé les défenses de ma citadelle. Maintenant, mon attention se tourne vers ce qui alimente toute la cité, l'énergie. Je zoome encore plus profondément, peu au-delà même des cellules, jusqu'au cœur de leur fonctionnement. Je descends dans les salles des machines de mon corps et là, par milliards, je les vois. Des organites minuscules, vibrants, qui travaillent sans relâche. Ce sont les mitochondries, les centrales énergétiques qui convertissent la matière brute de la nourriture et de l'oxygène en la devise universelle de la vie, l'ATP. Je réalise que mon niveau d'énergie, ma clarté mentale, ma capacité à performer et à guérir ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont le résultat direct de la santé et de l'efficacité de cette armée de travailleurs microscopiques. J'optimise la gestion de l'énergie en nourrissant mes mitochondries.
Même si par le passé, j'ai pu chercher l'énergie dans des stimulants externes comme le café ou le sucre, je vois maintenant que c'était comme fouetter des chevaux fatigués. C'était une solution à court terme qui épuisait le système. En tant que hacker éthique, je ne cherche pas à stimuler, je cherche à construire. Je ne suis plus le contremaître qui crie des ordres. Je suis l'ingénieur qui s'assure que chaque centrale électrique reçoit le meilleur combustible, graisse saine, antioxydants, qu'elle est protégée contre la rouille, le stress oxydatif, et qu'elle est pour encourager la construction de nouvelles centrales plus performantes. Je ressens cette nouvelle approche comme la source la plus fondamentale de ma vitalité. Je ne suis plus en train de gérer un déficit d'énergie. Je suis en train de construire un surplus. En revenant au monde, je sais que chaque choix alimentaire, chaque séance d'entraînement, chaque bouffée d'air frais n'est pas seulement pour mes muscles ou mon plaisir. C'est une offrande, un investissement direct dans la santé de mes milliards de centrales énergétiques. Je ne cherche plus l'énergie, je la cultive à sa source. Chapitre 13. Mon intuition est le supercalculateur qui guide mes optimisations. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de hacker éthique. Je suis au poste de commande de ma biologie. J'ai nettoyé les malwares, réécrit les scripts, renforcé les défenses et optimisé la production d'énergie. Je suis entouré de données. Des graphiques sur mon sommeil, des analyses de mes entraînements, des études scientifiques sur la nutrition. La quantité d'informations est immense. Je pourrais passer ma vie à analyser, à calculer, à suivre les protocoles des autres. Je pourrais devenir un robot de l'optimisation, parfaitement logique, mais déconnecté de la sagesse vivante de mon propre système. Je sens qu'il me manque l'outil de navigation ultime. Mon intuition est le supercalculateur qui guide mes optimisations. Je comprends que mon cerveau conscient, avec sa logique et son analyse, n'est qu'un petit terminal connecté à un mainframe infiniment plus puissant. Mon subconscient. Ce supercalculateur traite des milliards de bits de données à chaque seconde. Les signaux de mes cellules, les retours de mon microbiome, les subtiles variations de mon environnement. Il ne communique pas avec des chiffres et des graphiques. Il communique par des sensations, des pressentiments, des « je sais » sans savoir comment je sais. Même si par le passé, j'ai pu ignorer cette petite voix, la considérant comme irrationnelle ou non scientifique, je vois maintenant qu'elle est le résultat du calcul le plus complexe et le plus personnalisé qui soit. C'est le conseil de mon propre système, basé sur une connaissance de moi-même qu'aucune étude extérieure ne pourra jamais égaler. Je ressens cette nouvelle confiance en ma propre sagesse intérieure. Je ne suis plus seulement un hacker qui applique des protocoles externes. Je deviens un hacker qui écoute le système lui-même pour co-créer les solutions parfaites. Les données externes sont utiles, mais mon intuition a le dernier mot. Elle est le filtre final. En revenant au monde, je sais que je dois cultiver le silence pour entendre ses murmures. Je ne suis plus seulement un scientifique, je suis un artiste à l'écoute de son instrument. Chapitre 14. Mon corps et mon esprit sont une seule interface intégrée. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de connexion profonde. Je suis le hacker éthique, à l'écoute du supercalculateur de mon intuition. La dernière grande illusion se dissout. Pendant tout ce voyage d'optimisation, j'ai agi comme s'il y avait deux systèmes distincts. Le software de mon esprit et le hardware de mon corps. J'ai réécrit les scripts mentaux pour influencer le corps. J'ai optimisé le corps pour améliorer la clarté de l'esprit. J'ai agi sur l'un pour obtenir un résultat sur l'autre, mais je vois maintenant que cette séparation n'était qu'un modèle de travail, une simplification nécessaire pour l'apprentissage. Ce n'était pas la réalité. Mon corps et mon esprit sont une seule interface intégrée. Il n'y a pas deux systèmes, il y en a un. Ce n'est pas une machine pilotée par un fantôme, c'est un champ de conscience unifié qui s'exprime simultanément en pensée et en sensation. Même si par le passé, j'ai pu croire que mes pensées étaient dans ma tête et mes sensations dans mon corps, je vois maintenant que c'est une illusion de localisation. Une pensée de stress n'est pas seulement une idée, c'est une cascade de cortisol qui est tout aussi réelle. Une sensation de vitalité n'est pas seulement physique, c'est l'expression d'un état mental de confiance et d'alignement. Ils ne s'influencent pas mutuellement. Ils sont la même chose, perçus sous des angles différents. Je ressens cette unification comme la fin de toute guerre intérieure. Il n'y a plus de conflit entre la volonté de l'esprit et les faiblesses du corps. Il n'y a qu'un seul système qui cherche l'homéostasie. En revenant au monde, je n'agis plus sur l'un pour changer l'autre. Je change mon état d'être. Et je sais que ce changement d'état se manifestera instantanément et simultanément dans la clarté de mes pensées et la vitalité de mes cellules. Je ne suis plus un esprit qui habite un corps. Je suis une conscience incarnée. Chapitre 15. Je ne hack plus mon corps, je suis le code vivant qui s'améliore en permanence.
je prends une profonde inspiration et je me fonds dans cette conscience incarnée, cette interface unifiée où l'esprit et la matière dansent en parfaite harmonie. Je suis au poste de commande, mais le terminal n'est plus devant moi. L'écran de données s'est dissous dans ma propre perception. Le clavier a disparu, car je n'ai plus besoin de taper des commandes. La séparation finale, celle entre l'opérateur et le système, s'efface. Le hacker dépose ses outils, non pas parce que le travail est terminé, mais parce qu'il est devenu le travail lui-même. La distinction entre l'observateur et l'observé s'est évaporée dans la lumière d'une vérité plus simple et plus puissante. Je ne hack plus mon corps, je suis le code vivant qui s'améliore en permanence. Même si par le passé, j'ai eu besoin de l'identité du hacker pour déconstruire mes anciennes limitations et installer de nouveaux programmes, je comprends maintenant que c'était une étape, un échafaudage nécessaire pour atteindre cet état d'intégration. Je n'ai plus besoin d'exécuter la commande « récupération optimale », car mes cellules sont devenues l'incarnation même de ce code. Je n'ai plus besoin d'installer le script « performance maximale », car ma biologie était maintenant câblée pour rechercher l'optimisation comme sa fonction naturelle. Mon corps n'est plus un système que je gère. C'est un système d'exploitation vivant, conscient de lui-même qui apprend, s'adapte et évolue à chaque instant, à chaque souffle. Ma volonté n'est plus une force extérieure qui impose un changement. Elle est la logique interne du code lui-même, qui se réécrit à chaque nouvelle expérience pour devenir plus résilient, plus efficace, plus vivant. Je ressens cette nouvelle réalité non comme un état de contrôle, mais comme un état de flux total. Je ne suis plus en train de diriger ma biologie. Je suis le processus biologique qui s'accomplit. En revenant au monde, je bouge, je respire, je vis. Non plus comme un ingénieur qui pilote une machine complexe, mais comme la machine elle-même, consciente de sa propre perfection et engagée dans une danse d'amélioration éternelle. Mon évolution n'est plus mon projet, c'est ma nature.